Bonjour Laurent Berger, merci de nous Bonjour. recevoir. Euh, Comment peut-on vous présenter en quelques mots? Un responsable syndical. J'ai d'abord été un salarié, d'abord un militant associatif, un salarié, et aujourd'hui je suis responsable de la CFDT. Je crois que c'est le meilleur moyen de me présenter, un militant syndical. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné cette vocation, cette vocation d'engagement dans le syndicalisme? Moi, je suis un pur produit de l'éducation populaire, c'est-à-dire je suis un milieu populaire et l'engagement associatif m'a permis de prendre conscience d'un certain nombre de réalités sociales, d'inégalités, de changements à faire dans la société. Et après, l'engagement syndical, quand je suis devenu salarié, ça a été une suite logique d'une certaine manière. C'est-à-dire que le fait qu'on n'a pas de société qui puisse être durable s'il n'y a pas des gens qui s'engagent pour faire valoir des intérêts. Alors parfois ils sont contradictoires entre différents groupes, mais c'est comme ça que vit la démocratie. Donc c'est ça qui m'a donné envie de m'engager, parce que le monde de l'entreprise, c'est par essence un monde où les rapports sont déséquilibrés entre ceux qui détiennent le pouvoir, souvent les actionnaires et les directions, par rapport à ceux qui sont dans un lien de subordination. Donc il y a besoin de syndicalisme pour redonner du rapport de force pour rééquilibrer le pouvoir dans l'entreprise. D'accord. On a justement sur cette question du syndicalisme, on a vu en début de quinquennat et puis même depuis quelques années une volonté à un moment d'enlever des corps intermédiaires pour une démocratie dite plus participative, plus collaborative. Est-ce que c'est le syndicalisme et les corps intermédiaires peuvent vivre avec cette démocratie directe et participative? Comment vous voyez cet équilibre entre les deux? Est-ce que le syndicalisme et les corps intermédiaires doivent être plus présents parce qu'ils représentent une sorte de garantie? Comment vous voyez ce mouvement émerger? Je pense que vous le présentez de la bonne manière, c'est-à-dire que la démocratie, ce à quoi on s'attache souvent, c'est de dire, bon, c'est les citoyens qui votent et qui donnent une légitimité par le vote, par la majorité, à des gouvernants. Et ça, c'est un élément très important d'une démocratie, faut le préserver. Mais la démocratie, c'est pas que ça, c'est aussi l'exercice du pouvoir et c'est la relation au peuple, mais aussi la relation aux acteurs sociaux. Et on a vu depuis quelques années une émergence d'aspiration à prendre la parole, à être beaucoup plus participatif. Par exemple, nous, on a fait une enquête sur le travail qui s'appelait Parlons Travail, une enquête en ligne, plus de 200 000 répondants, et le point qui revenait le plus, c'était « je voudrais qu'on m'écoute davantage sur la stratégie de l'entreprise, mais qu'on m'écoute aussi davantage sur mon travail ». Donc, et pourtant, des endroits où il y avait des syndicats, etc. Donc il y a une aspiration à la démocratie participative beaucoup plus forte. Et c'est tant mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se passer, comme ça a été la tentation depuis 2 ans par le président de la République, qu'il faut se passer des acteurs sociaux. Les acteurs sociaux, c'est quoi? On les appelle les corps intermédiaires, je ne trouve pas ça très beau, très parlant. Donc je préfère parler d'acteurs sociaux. C'est des personnes qui se regroupent en syndicats, en associations, en ONG, etc. et qui portent des intérêts, portent des valeurs, et qui ont cette particularité qu'ils peuvent débattre en leur sein, hiérarchiser leurs revendications, s'engager lorsqu'ils ont obtenu tout ou partie des résultats, etc. Ce que la démocratie participative ne permet pas, à un moment donné, d'acter des compromis. Et donc c'est bien faisant vivre ces trois dimensions qu'on peut faire vivre une démocratie plus mature. C'est pas ce qui a été fait jusqu'alors, et c'est regrettable. Mais c'est pas les acteurs sociaux contre la démocratie participative. C'est les acteurs sociaux, ils doivent s'adapter parce qu'il y a une aspiration à davantage prendre la parole lorsqu'on est un citoyen, lorsqu'on est un salarié. Et donc, nous, on doit en tenir compte. Mais ne pas être bypassé pour autant, comme ça a été tenté ces derniers temps. Avec aussi, j'imagine, une importance donnée à l'ancrage local. C'est le sujet que vous avez choisi pour la contribution écrite que vous avez formulée. Comment ça s'organise au niveau de la CFDT sur la prise de décision notamment? Parce qu'on a souvent l'impression d'une organisation qui est certes implantée, mais qui est aussi nationale, et souvent on perd de vue un peu cet ancrage local. Comment vous arrivez à trouver un équilibre dans la prise de décision justement, et dans cette volonté aussi d'avoir quelque chose de très participatif? D'abord, un de nos principes, c'est la subsidiarité. Ça veut dire que lorsqu'on est dans une entreprise, lorsqu'on est dans un territoire, on vit une réalité, on porte des propositions, et on est le plus à même pour savoir si
elles sont bonnes pour les définir, pour les faire vivre, pour revendiquer, pour s'engager, etc. Et donc, je dis ça parce que trop souvent, on a le sentiment que tout se déciderait nationalement et tout n'aurait plus qu'à se déverser pour que les situations s'améliorent. C'est pas vrai. Notre valeur fondamentale, nous, c'est l'émancipation individuelle et collective, c'est-à-dire que les individus, les personnes sont tout à fait aptes à décider les choix qui les concernent. D'ailleurs, vous parlez plus de travail que d'emploi, et vous parlez même de travail émancipateur. Oui. On doit voir notre développement, en tout cas personnel en tant que société, par le travail émancipateur. Qu'est-ce que vous appelez D'abord, parce que le travail, pour moi, c'est pas un travail, enfin, il ne doit pas être aliénant. Il peut l'être, mais le travail, c'est l'activité qui peut émanciper, qui peut créer du lien social, rendre heureux, faire qu'on participe à la production d'un service ou d'un bien, etc. Et donc, moi, je pense qu'on ne s'est pas assez préoccupé du travail. Le travail, c'est ce qu'on fait, ce qu'on ressent tous les jours intimement, les uns et les autres, dans ce qu'on accomplit comme tâche dans le travail qui nous est alloué ou qu'on occupe, disons. Alors que l'emploi, c'est autre chose. L'emploi, c'est une donnée un peu globale, statistique, et les gens, ils aspirent à avoir un travail. On ne demande pas à son voisin, quand on fait sa connaissance, c'est quoi votre emploi ? C'est quoi votre travail ? C'est dans quoi vous... Et moi, je me déplace toutes les semaines à rencontrer les équipes et les salariés dans les entreprises. Et ce qui me marque toujours, c'est que dans n'importe quel secteur, vous demandez à quelqu'un de s'exprimer sur son travail, et il en sort des choses magnifiques. Alors que si vous lui parlez de ses conditions d'emploi, ce qui sont extrêmement importantes aussi, on est dans une approche un peu différente et beaucoup moins personnelle d'une certaine manière. Donc, moi je crois que c'est sur les lieux de travail, pour une organisation syndicale, qu'on résout les difficultés auxquelles les salariés sont confrontés. Et puis ensuite, il faut bien décider sur des grands choix nationaux. Et là, nous, on a un système d'organisation de notre démocratie interne avec des allers-retours et une instance de décision qui est le Bureau national. Mais il ne décide que des choses nationales. Ce qui est décidé dans une branche professionnelle, c'est par les adhérents de la branche professionnelle. Ce qui est décidé dans une entreprise, c'est par les adhérents de l'entreprise. Et sur cette question un peu de subsidiarité, et en lien avec les débats actuels, notamment sur les protections sociales, là il y a la réforme des retraites, mais il peut y avoir d'autres exemples. Qu'est-ce que vous pensez de l'universalité de la protection sociale, en disant qu'il y a un système universel de redistribution, VS ce qui existe aujourd'hui et ce qui va du coup changer, des protections sociales par branche, par secteur, par métier qui sont adaptées. C'est un débat qu'on voit émerger et qui j'imagine n'est pas simple. Comment vous percevez ces deux notions ? Nous, on est pour une universalité de la protection sociale. L'universalité, ça ne veut pas dire l'uniformité. On peut tenir compte de spécificités. Mais lorsqu'on a créé la protection sociale, quand je dis on, c'est pas moi, nos prédécesseurs ont créé la protection sociale, la sécurité sociale, ils l'ont faite avec une vision qui était très universelle. Pour l'assurance maladie, par exemple, c'était je cotise selon mes moyens et je reçois selon mes besoins. On ne fait pas plus universel que ça. Et puis, se sont greffés des systèmes plus professionnels qui ont eu leur légitimité à un moment donné. Mais ils se sont greffés pas en s'intégrant au système universel et créant leur spécificité, en créant leur propre système. Donc nous, on est pour un système universel. Ça ne veut pas dire qu'on ne tient pas compte des préoccupations et des spécificités des uns et des autres. Mais aujourd'hui, par exemple, notre système... On a eu plusieurs branches. C'est comme ça. Il y a des spécificités de branche dont il faut tenir compte, en termes de pénibilité, en termes d'exercice du métier, etc. Mais en fait, notre système de protection sociale demeure totalement pertinent dans ses fondements. Mais la société, le monde du travail a bougé. Il a bougé comment ? D'abord, c'est beaucoup plus divers comme situation que ça ne l'était il y a 70 ans. Deuxièmement, se sont développées de nouvelles formes d'emploi qui ne sont plus forcément de l'emploi salarié. Et on s'aperçoit de quoi ? Qu'en fait, ont été laissés un nombre certain de travailleurs sur le côté de cette protection sociale parce qu'ils ne rentraient plus dans les cadres. Et nous, on veut recréer de l'universalité pour tous. Par exemple, pour tous les travailleurs qu'on appelle les travailleurs freelance, indépendants, mais qui sont dépendants économiquement, quid de leur protection sociale en termes d'assurance chômage, de minimum de salaire, de rémunération.
Quid de leur protection sociale sur les retraites? Quid sur les accidents du travail, etc. Et donc, on veut recréer une protection sociale qui soit beaucoup plus universelle, adaptée au monde du travail d'aujourd'hui, en gardant les fondamentaux. Mais ça, dans notre pays, c'est assez difficile, parce que ça nécessite de bouger des choses, et donc le sentiment que quand on bouge, on va forcément perdre. Non, on peut tous y gagner, mais en se redonnant beaucoup plus de solidarité entre nous. Peut-être revenir sur une initiative que vous avez initiée avec 18 partenaires, le pacte Pouvoir de Vivre, qui part notamment d'un postulat qui est l'écart entre les plus pauvres et les plus riches qui s'accentue, ces différences-là. On a tendance à pouvoir vouloir plonger dans ces notions de bien commun, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative crédible à ce que peut offrir du capitalisme et une vision individualiste de la société. Comment on recrée une notion de bien commun ? Est-ce que ça passe par l'éducation ? Est-ce que ça passe par justement la notion de travail ? Ce pacte, on l'a lancé parce qu'on voulait remettre la question de la solidarité, de la justice sociale au cœur des préoccupations, y compris de la préoccupation écologique qui est très importante pour nous. C'est-à-dire qu'on voulait montrer, après la période qu'on avait vécue avec les Gilets jaunes, que la justice sociale et la transition écologique, c'était pas antinomique. C'était pas contradictoire, au contraire, ça devait aller de pair. Et donc, moi, je suis persuadé qu'il y a une alternative au modèle de développement qui est celui qui existe aujourd'hui. Cette alternative, elle est d'abord de redonner du sens. Ça sert à quoi ? Quelle est la perspective ? La perspective, est-ce que c'est le seul prisme économique qui doit prédominer ? En gros, est-ce que c'est l'obsession du PIB et de la progression du PIB et de la croissance ? Ou est-ce que c'est le contenu de cette croissance ? Je ne suis pas décroissant pour autant, mais est-ce que c'est le contenu de cette croissance ? Et dans ce contenu de cette croissance, c'est où sont les inégalités et comment elles s'accroissent et comment en fait on fait en sorte de les combattre. Et aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe. Et c'est pour ça que dans ce pacte, par exemple, on demande à ce que toutes les lois soient évaluées en termes d'impact sur l'impact qu'elles ont sur les 10% les plus pauvres. Parce que moi, on part d'une conception, c'est que la société ne pourra progresser que si elle commence à aider ceux qui sont le plus en difficulté. C'est l'inverse de on tire par le haut, c'est on pousse par le bas. Pour que les situations de pauvreté soient combattues. Et donc, on fait tout un tas de propositions qui vont de comment on peut vivre mieux individuellement, en termes notamment de pouvoir de vivre. Et le pouvoir de vivre, c'est pas que le pouvoir d'achat, c'est pouvoir se déplacer, c'est pouvoir se nourrir correctement, etc. Comment on fait ? On parle aussi de démocratie, on parle de pouvoir, de partage de responsabilités, notamment dans l'entreprise, mais pas simplement. Et puis on parle d'écologie, parce que le mode de développement qu'on préconise, c'est un mode de développement qui soit beaucoup plus économe en termes d'impact sur la planète. Et là-dessus, il y a une des propositions qu'on a vues, qui est la garantie jeune universelle. Ça fait écho un peu au revenu minimum qui avait été proposé lors des présidentielles. Comment ça se construirait, cette garantie jeune universelle ? D'abord, cette garantie jeune, elle s'appelait garantie jeunesse, mais c'est instauré par l'Europe. Et elle existe à titre expérimental. Au début, c'était très, très microscopique. Et puis, on a obtenu en 2015 que ce soit beaucoup plus étendu avec une expérimentation auprès de 100 000 jeunes. D'abord, il faut partir d'un constat, c'est que les jeunes de moins de 26 ans n'ont pas le droit aux minima sociaux dans notre pays. C'est quand même un truc de fou. L'autre élément, c'est que un certain nombre de jeunes qui sont qualifiés de façon un peu techno, de NEET, sans emploi, sans formation, sans qualification, sont laissés un peu sur le bord du terrain, quoi. Et l'idée, c'est d'avoir un accompagnement de ces jeunes pour leur insertion sociale et professionnelle, selon leurs souhaits, selon leurs aspirations, dans leur parcours, mais aussi d'avoir une allocation. Et l'idée, c'est que ce soit possible pour tous les jeunes de moins de 26 ans qui se trouvent dans cette situation-là. Parce que ce qui est frappant, à un moment où on parle beaucoup des retraites, etc., c'est qu'on voit bien que les situations de pauvreté sont d'abord chez les jeunes et chez les enfants que chez les retraités. Ça se financerait comment ? Ça se financerait par... Vous savez, le modèle de développement dont on parle, ça veut dire qu'il faut qu'on revoie la répartition de la richesse. Et donc, on n'aura pas tout un tas d'améliorations dans le sens qu'on souhaite, c'est-à-dire en termes de transition écologique, de justice sociale, s'il n'y a pas une réforme de la fiscalité. Si on ne se redit pas, quel est le sens d'abord de cette fiscalité, dans un moment où on a fait croire à tout le monde que payer de l'impôt, c'était négatif.
c'est pas négatif, c'est faire vivre une société, c'est faire vivre un bien commun. Et donc, il faudra une réforme de la fiscalité pour que les plus hauts revenus contribuent davantage, pour qu'il y ait davantage de progressivité de l'impôt, que peut-être l'impôt soit davantage de l'impôt direct que de l'impôt indirect sur, par exemple, la TVA, qui pèse beaucoup plus sur les ménages modestes qu'évidemment sur les ménages plus aisés, etc. Donc, très clairement, et c'est là où le projet de loi de finances 2020 ne répond pas à cette ambition-là, encore une fois, il faudra qu'on ait des vrais choix fiscaux, des vrais choix de répartition de la richesse, et ça passe du niveau de l'entreprise jusqu'au niveau national dans un pays. Et c'est ce qu'on plaide aussi dans ce pacte, ce que la CFDT plaide depuis maintenant de nombreuses années. Du coup, si on devait retenir 3 mots de ce pacte pouvoir de vivre, ce serait lesquels? Ce serait transition écologique, ça serait solidarité, et puis ce serait démocratie. Et un mot pour conclure. Idéo, c'est un média qui veut justement proposer un peu une manière d'imaginer la société de demain avec des contributeurs issus de la société civile, du milieu universitaire, du milieu politique, justement avec une volonté d'une société plus écologique, plus équitable, avec cette notion de bien commun. Est-ce que vous pensez à une personne qu'on pourrait faire contribuer également? On demande comme ça des recommandations pour pouvoir aussi créer un cercle de contributeurs qui se répondent. Si on devait faire appel à une personne selon vous aujourd'hui? Il y en a plein. Si c'est pour aller dans des choses dans la ligne de ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, il faut aller voir des gens comme Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre, Philippe Jachan qui est président du mouvement associatif et qui est aussi le président de Coordination Sud qui travaille sur la solidarité internationale. Il faut aller voir Claire Hédon d'ATD Quart Monde pour justement ces questions-là de lutte contre la pauvreté. Et puis après, je crois qu'il faut aller voir aussi au niveau européen. Moi, je suis persuadé que ce modèle de développement, c'est à l'Europe de le porter. Et c'est au niveau européen qu'il faut essayer de le construire. Avec un problème de perception et de distance aussi parfois des institutions européennes. Oui, c'est partagé, hein, mais... Bien sûr, mais c'est parce que justement, il faut que les citoyens reprennent possession de l'Europe. C'est le seul espace dans lequel on pourra essayer d'infléchir ce qui est en train de se passer malheureusement de l'autre côté de l'océan Atlantique avec des démocraties illibérales qui donnent les clés à des leaders populistes limite extrême droite, ce qui est en train de se passer aussi ailleurs. Et je crois que l'Europe, elle peut être cet espace où on définisse un nouveau modèle de développement. Et puis il faut aller voir, je crois, tous ceux qui sont inconnus. Moi, ce qui me frappe, et c'est pour ça que je trouve votre initiative extrêmement intéressante, ce qui me frappe, c'est que d'abord, on ne parle plus de la nuance et on ne débat plus vraiment sur le fond, on est toujours dans les petites phrases. Et voilà. Et deuxièmement, on ne prend plus conscience de tout ce qui se passe d'un niveau local et des citoyens qui s'organisent sur leur travail, mais aussi dans leur environnement, dans leur commune, etc. et qui font des choses extrêmement intéressantes. Et donc... et qui sont, moi, de mon point de vue, la seule chose dans laquelle je puise de l'espoir en ce moment, c'est ça, c'est ces citoyens qui font tout un tas d'initiatives et qui sont des fois beaucoup plus intéressants que tous ceux qu'on entend tous les jours. Merci beaucoup. Merci.